Alors, tout d'abord, on aimerait savoir si c'est vos premiers rendez-vous de l'histoire. Oui, c'est mes premiers rendez-vous de l'histoire. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du thème de ce 16e rendez-vous, justement? La guerre? Oui. Dans l'histoire, c'est très important. Mmh. Quand on regarde derrière nous ce qui s'est passé, Mmh. la manière dont l'histoire évolue, c'est un des moteurs de l'histoire, c'est évident. Donc ça me semble un thème pertinent si on regarde derrière nous et encore plus pertinent si on regarde ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. Donc voilà, c'est une bonne idée. D'accord. On aimerait savoir aussi quel est votre ressenti sur votre conférence d'hier soir. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant à faire. Ce qui est bien quand on fait ce genre d'intervention, c'est qu'on y arrive, mais on ne sait jamais trop comment ça va tourner. Donc, on a soit une petite idée parce qu'on a vu de quoi on allait parler. C'est-à-dire, pour moi, j'avais compris que c'était la différence entre un travail d'historien et un travail de journaliste sur un même domaine. Et en fait, ça n'a pas été tellement ça de mon point de vue. C'est pas pour ça que ce n'était pas bien. Mais voilà, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais j'ai trouvé ça formidable. D'accord. Ah. Merci. Alors maintenant, je vais faire une transition sur votre vie et votre carrière. Ça très bien, tout de suite. Je l'ai senti venir, je me suis dit là, ça sent la transition. Alors, j'aimerais savoir d'abord si vous avez des projets professionnels en cours. Rester journaliste. D'accord. C'est sobre. J'adore ce métier, je ne veux pas du tout en changer. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous a décidé à faire ce métier? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier? Moi, rien. C'est-à-dire qu'au départ, je ne pensais pas du tout être journaliste. Et je pense que j'étais comme beaucoup peut-être d'entre vous ici, où on vous demande sans cesse, quand vous êtes jeune, à peu près de l'âge de 10 ans à 20 ans, il n'y a pas un repas de famille où on vous demande « alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et bon. Et donc, j'étais toujours extrêmement gênée, mais je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et donc, j'ai fait des études, moi, que j'ai adorées, mais qui ne servent pas, j'allais dire, concrètement, qui sont des études de lettres, de littérature. Et j'ai assez vite compris que c'était des études qui menaient au fait d'être prof. Et je n'avais aucune envie d'être prof. Donc, non seulement les questions ne se sont pas arrêtées, qu'est-ce que tu vas faire, mais c'était la catastrophe dans ma famille. Tu te rends compte, tu fais ces études, ça ne te mène nulle part, puisque tu ne veux pas être prof. Donc, c'était... Et donc, j'en ai fait la première année, ça va, j'ai tenu bon. La deuxième année aussi. La troisième année, j'ai vu qu'il fallait que voilà, qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas du tout. Et donc, j'ai regardé ce que je pouvais faire avec... J'avais une licence de lettres. Qu'est-ce que je pouvais faire avec une licence de lettres? Donc, alors, il n'y avait pas d'Internet à l'époque, mais j'ai pris tous les bouquins, j'ai vu ça. Et on pouvait faire tout un tas de concours ou de formations professionnelles. Et je me suis inscrite à tout ce qu'il y avait possible pour voir lequel j'allais choisir. Et le premier, c'était le concours dans une école de journalisme. Et donc, j'ai passé ça. C'était le premier sur le calendrier, j'allais dire. Et je l'ai réussi, donc je suis rentrée dans cette école. D'accord. Ça a été vraiment le coup de dé, quoi. Et est-ce que vous réussissez à concilier votre vie privée et votre vie professionnelle? Très bien, parce que je ne fais pas la différence. Mais je ne vous dis pas que c'est une bonne idée. Je vous dis que c'est comme ça que j'aime bien, moi. Donc, chacun fait un peu sa vie comme il l'aime, en tout cas, s'il peut. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas de barrière entre les deux. Alors, en général, les gens poussent des cris quand je dis ça. Voilà. Mais en général, les amis que je vois sont des amis avec lesquels je travaille aussi. Je fais en général passer le boulot avant tout le reste. Dans la famille, je suis celle qui est en général pas sur la photo à Noël ou ce genre de choses. Mais moi, ça me plaît comme ça. Et petit à petit, les gens que j'aime, ça leur va. Donc voilà, donc un tri s'est fait entre la manière dont je travaille moi et dont j'intègre ma vie. Donc très souvent, j'ai fait des projets journalistiques avec des amis qui n'étaient pas forcément journalistes. Mais voilà, les choses se sont emmêlées. Moi, je n'aimerais pas avoir des vies séparées, cloisonnées, où je vais au travail. Quand je rentre, je pose mon sac et commence une deuxième vie complètement séparée de la première. Je sais que la plupart des gens sont demandeurs de ça, mais moi, pas du tout. D'accord. Et en dernière question, qu'est-ce que vous pensez de la condition de la femme dans le domaine dans lequel vous travaillez? C'est comme partout, c'est-à-dire que en apparence, on vous dit c'est super, c'est exactement pareil, etc. Donc vous avez 2-3 exemples qu'on vous donne, en général toujours les mêmes.
en disant mais si, vous pouvez faire pareil, la preuve, une telle. Et en fait, ça masque une très grande différence. Alors cette différence, elle est... moi, quand je suis arrivée dans ce métier, il y avait très peu de femmes grands reporters, donc c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Mais au poste de hiérarchie, en revanche, il y en a très peu de femmes dirigent des journaux ou sont à la tête de chaînes ou ont des postes à responsabilité. Donc tout ce qui est, pour aller vite, pouvoir ou direction reste côté masculin. Et tout ce qui est, alors comment est-ce que je peux le dire de façon pas discourtoise, qui est, voyez, des éditorialistes, des penseurs, des gens, des talk-shows avec blablabla. On refait les trucs. Je réfléchis gravement sur l'avenir de la planète, pour dire les choses comme ça. C'est que des hommes en général. Enfin, parfois, il y a une femme qui traîne, mais c'est rare. Okay. Donc, c'est, à mon avis, une apparence d'égalité, mais de fait, ça ne l'est pas. Quand on connaît bien ce milieu, ceux qui le dirigent et ceux qui ont des postes d'éditorialistes sont toujours des hommes, en général des hommes. D'accord, ok. Je te passe la parole. Moi, je vais refaire une transition, du coup. Moi, je suis plus intéressée par votre prise d'otage. D'accord. Donc, j'aimerais bien connaître... Vous dites saccage Alors, comment avez-vous vécu votre prise d'otage? On refait le match? Non, je plaisante. Non. C'est une question un peu vaste. Là, je vais en parler aujourd'hui, alors, parce que comment je l'ai vécu, ça sera un peu long à redévider. Très souvent, si vous voulez, juste après que ça se soit passé, j'avais des gens au téléphone qui me disaient « Alors, t'es rentrée, ça y est, t'es libérée, comment ça va ?» Et alors, la consternation s'installait quand je disais « Ça va très bien ». Donc, comment ça va bien? Alors, je disais « Ouais, non, ça va. » Bon, alors, je sentais la déception, quoi. Il fallait être un peu plus... Et donc, je leur dis, bon, écoutez, ouais, ça va. Bon, écoute, après, ça va aller encore plus mal parce qu'il va y avoir un contre-coup, tu vas devoir, etc. Plus ça va bien maintenant, plus ça ira mal plus tard, etc. Donc, j'attends évidemment toujours ce contre-coup. Mais peut-être qu'il viendra, hein, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que moi, je l'ai vécu dans ma vie, si vous voulez, comme, j'allais dire, un accident professionnel. C'est-à-dire que je n'estime pas que je suis une victime particulière de quelque chose. Quand je suis allée en Irak, je savais qu'il y avait des prises d'otages. Donc je ne l'ai absolument pas souhaité et je n'aurais pas souhaité me trouver dans cette circonstance. Mais le fait, c'est quelque chose qu'il faut assumer quand on fait ce genre de métier. Donc c'est mon cas, c'est-à-dire que je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas voulu, ça ne m'a pas plu, mais je ne regrette pas l'ensemble de cette situation. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qu'il faut affronter quand on travaille dans du journalisme comme ça, dans des zones de guerre. D'accord, oui. Et quelles étaient vos conditions de vie en fait là-bas pendant tout ce déroulement en fait? Elles étaient très mauvaises. On était à peu près enfermés dans une cave pendant 24 heures sur 24. On était enchaînés, on avait les yeux bandés, on mangeait très très peu. On allait aux toilettes quand on nous le permettait, c'est-à-dire 2 fois par jour. Et on se lavait 1 fois par mois. On avait le droit de rien faire, tout simplement. On était comme des animaux, en fait. On était allongés sur des matelas chinois, vous voyez, ces petits matelas en mousse. Et donc, si les gardiens rentraient dans la pièce, qui arrivait assez rarement, et qu'on était assis, par exemple, sur ce matelas et non pas allongés, on était punis. Donc, voilà, c'était des conditions des vies de bêtes. Et vous dites on, mais vous parlez de qui? Enfin, vous étiez combien? Ça dépend des moments. J'ai été enlevée en même temps que Hussein Hanoun, qui était la personne qui était avec laquelle je travaillais en Irak, qui était à la fois chauffeur et fixeur. Et donc on était 2, et on a été le nombre a varié je crois qu'on était jusqu'à 15. Donc il y avait d'autres otages qui étaient enfermés avec nous. Donc c'était une pièce très petite qui faisait... il y avait, vous voyez, on avait tous un matelas. Enfin, en tout cas, le sol était recouvert de matelas. Et il y en avait 2 en longueur et 3 en largeur. Donc, vous voyez, à 15, ça fait peu de place pour bouger. Voilà. D'accord. Et que faisiez-vous de vos journées? En fait, c'était toutes les mêmes. Ouais. Rien. C'est-à-dire que vous êtes allongé sur un matelas, vous avez les yeux bandés, les mains attachées. Vous n'avez le droit de pas parler, pas de vous asseoir. Vous avez le droit de rester comme ça. D'accord. On ne faisait rien.
Et vous avez toujours des contacts avec les autres personnes qui étaient prises en otage avec vous? On se parlait pas, donc moi je Ouais. connaissais Hussein, donc voilà, on se revoit bien sûr. Il habite Toulouse maintenant, il travaille dans une grande entreprise française, il est devenu français, donc il a quitté l'Irak et il s'est installé ici. Et donc lui, bien sûr, on se voit souvent. Il a une fille ici, une dernière fille, dont je suis la marraine, donc on est resté très proches, je l'aime beaucoup, voilà. C'est quelqu'un avec qui, curieusement, on s'entendait pas très bien au début, on s'engueulait tout le temps, vous savez, ce boulot de fixeur, vous êtes en général à deux dans une voiture, vous passez toutes vos journées avec quelqu'un qui est votre vis-à-vis, qui traduit les conversations. Je ne parle pas arabe. Donc vous êtes vraiment dans l'intimité de quelqu'un. Et au bout d'un moment, nous, on s'engueulait. Voilà, je disais, il faut faire ci, non, tu n'as pas à me donner des ordres. Enfin, c'était des relations, on était toujours les deux à se chiffonner, j'allais dire. Et après, on est devenus très, très copains. D'accord. Donc voilà. Et du coup, comment avez-vous vécu votre retour en France? Donc, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà, bien. Ouais. Bah, vous savez, vous sortez de là, vous êtes super content. Donc, en général, moi, dans mon cas, je vois pas comment ça serait mal passé, quoi. D'accord. Donc, mais j'ai retrouvé ma vie absolument semblable à celle qu'elle était. C'est-à-dire, j'avais mon boulot, mes amis, mon appartement, mais toute ma vie était intacte, j'allais dire. Je ferai la différence avec Hussein, par exemple, qui lui habite l'Irak. Et qui était, donc, puisqu'il était irakien et il habitait là-bas, et donc, mais qui en revanche, sa vie, elle est fracassée à lui, c'est très différent. C'est-à-dire que si vous êtes victime d'un accident, j'allais dire, c'était presque plus facile pour moi, de mon point de vue, que ça m'arrive très loin dans un endroit qui, pour moi, m'est entre guillemets étranger, qui est loin de ma sphère familière, de ma sphère de vie normale, où, voilà, celle-là, elle est restée intouchée, j'allais dire. Je suis partie d'Irak et je suis revenue. Et ici, ça n'avait rien à voir. On peut se dire, ça s'est passé là-bas. Ici, je suis en sécurité, tout va bien. Je pense que ça doit être beaucoup plus difficile de vivre quelque chose de très brutal. Je sais pas, ici, une agression, ou même quelque chose de dur, un divorce qui se passe très mal, ou des choses comme ça, quand ça fait éclater votre vie à vous quotidienne. Moi, ma vie quotidienne, elle n'a pas éclaté du tout. Elle était tout à fait la même. Il m'était juste arrivé ça très loin de chez moi. Et vous revenez, vous dites super, mais tout le monde est là, ma famille. En plus, c'est vrai que la France est un pays qui est très agréable parce qu'on est très solidaire avec les otages, on est très solidaire avec, souvent avec les gens à qui il arrive ce genre de choses. Et donc, du coup, vous rentrez, vous êtes, entre guillemets, fêté. C'est-à-dire que vous avez, dans les yeux des autres, on dit « Ah, c'est vraiment bien », etc. Il y a des pays du style le Japon ou les États-Unis où être otage, c'est considéré comme minable. C'est-à-dire vous êtes, regarde-moi ce type, il s'est fait enlever, quel nul, etc. Donc là, évidemment, non seulement vous rentrez, vous avez pris un petit coup sur le casque quand même, mais en plus, on vous traite comme si, regarde-moi ce nul. Donc là, ça doit être plus difficile. Donc c'est vrai que j'avais des circonstances, de mon point de vue, idéales, donc, qui aident beaucoup, bien sûr, dans ces cas-là. Et donc, rester journaliste, mais vous pensez que vous n'arriverez peut-être pas à retourner dans un conflit comme ça par Mais peur? je le fais. Ah, vous le faites encore? Ouais. D'accord. Donc, je suis partie depuis en Afghanistan, en Syrie, D'accord. en Égypte. Je le fais. Je n'aimerais pas ne pas le faire. Oui. Si vous voulez, il m'est pas arrivé quelque chose qui est tombé au milieu de ma vie et de tout à fait surprenant. C'est-à-dire, imaginez, je suis ici dans le bus à Blois, je suis assise à ma place et tout à coup, il y a quelqu'un est monté, il a mis une bombe sous mon siège. La bombe éclate, je perds 2 jambes. Ah, oui, là, je me dis que j'ai rien demandé à personne, je prends le bus, je perds mes 2 jambes, ma vie est foutue, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Là, vous avez une catastrophe qui vous tombe dessus alors que vous n'avez rien demandé à personne. Moi, je ne me décrirais pas comme ça. Je suis quelqu'un... Ouais, je vais en Irak et quand j'y arrive, le jour où j'y arrive, je pose mon pied sur le sol irakien. J'étais allé plusieurs fois avant, hein, mais cette année-là, il y a 2 journalistes français déjà en otage. Donc, je ne peux pas dire que je ne suis pas avertie. Donc, je vous dis, ce n'est pas pour autant qu'on fait n'importe quoi, hein, attention. Mais quand je vais à une zone là, je vais en Syrie. Quand je vais à Alep, c'est une ville qui est bombardée. Bon, je sais ce qui s'y passe et j'y vais pour raconter ça. Donc, je ne pense pas que je sois faite d'une autre matière que l'habitant d'Alep. Une bombe peut tomber sur l'endroit où je suis exactement de la même façon où elle tombe sur sa maison à lui.
Donc il faut l'assumer, ça. Si vous êtes chauffeur routier et que vous avez un accident, vous dites oh, c'est pas juste, j'ai un accident, je suis chauffeur routier. Bon, si vous voulez pas d'accident, il faut pas conduire. Vous êtes maçon, vous montez en haut d'une échelle, vous tombez de l'échelle, voilà, c'est un accident de maçon. Et chaque métier, il génère comme ça des problèmes et ses risques à lui. Donc le mien, c'est ces risques-là. Et j'aime ce métier dans l'ensemble de ce qu'il est, dans sa force, dans le plaisir que j'ai à le faire, dans le plaisir que j'ai à rencontrer des gens, mais aussi dans les risques qu'il a. Et donc c'est un tout, je ne peux pas séparer les deux. Donc je l'assume tel quel. D'accord. Bah, bien, merci. Et je vais passer la parole à d'autres étudiants. Au public ? Oui, au public nombreux. Justement, j'aimerais revenir sur votre prise d'otage et savoir comment vous allez gérer émotionnellement ça. Parce que je pense que c'est dur et j'aimerais juste avoir un éclaircissement là-dessus. C'est-à-dire que c'est... Vous êtes dans des phases différentes. Donc au départ, vous êtes enlevé. Donc c'est déjà assez désagréable. Donc vous comprenez, vous avez une première phase où vous vous rendez compte que vous changez, vous passez de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes enlevé, on a été enlevé à la sortie, on sortait d'un rendez-vous à l'université de Bagdad. Cette université, comme tous les endroits à Bagdad, ça doit l'être encore, je n'y suis pas retournée moi depuis, sont gardés, il y a des sécurités privées partout. Donc devant la fac, il y a des tas de vigiles qui sont assis. Alors c'est comme là-bas, donc il y a une petite guérite comme ça. Et il y a des fauteuils, vous voyez, comme des fois vous voyez dans des quartiers, des trucs, ou à l'étranger, il y a des fauteuils sortis dehors, et il y a tous les mecs assis sur des fauteuils, mais des fauteuils comme ça. Donc c'est assez cocasse, moi ça m'a toujours fait marrer. C'est des gros canapés comme il y aurait dans les familles, et les types ils sont dehors dans la cahute, dans les gros fauteuils, etc. Sauf que là, ils ont des kalachnikovs sur les genoux, puisqu'ils sont gardes. Et donc, voilà, donc on rentre là-dedans, et quand on ressort, il y a ces vigiles, et notre voiture, avec donc Hussein, est stoppée, mais à la distance, à peu près à cette distance-là, du poste de vigile, comme si vous étiez vigile, moi j'étais dans la voiture. Donc, on se retourne, on se fait braquer donc, par deux types, et donc je me retourne, et je vois le vigile comme je vous vois, exactement pareil. Et mes yeux les croisent, on croise les siens, et je lui montre qu'on est en train de nous faire monter dans le coffre d'une voiture, donc il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et normalement, quand on est vigile, ça attire votre attention. Et le type, alors je vais lâcher le micro une seconde, me regarde et fait... Alors là, vous dites, ça va mal pour moi. Donc vous montez dans le coffre de la voiture, vous partez, et en descendant de ce coffre, je vois les voitures continuer à passer, il y a beaucoup de circulation à Bagdad, et je vois dans une voiture un type qui fume une cigarette et qui est en train de régler la radio de sa voiture. Et je me dis, ça y est, je suis déjà plus dans ce monde-là. Donc vous comprenez très vite que vous avez quitté... Voilà, je suis dans un monde où on ne peut pas grand-chose pour moi. Je peux pas... Là, normalement, s'il m'arrive un problème, je crève, je vois ce type, je dis « Toc, toc, monsieur, vous pouvez m'aider ?» Là, je ne peux pas faire ça, voilà. Donc mes armes ne sont déjà plus celles-là. C'est déjà fini pour moi. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est que vous êtes pris en otage. Et donc, vous vous dites « Bon, ça va se terminer vite. » Et donc, vous vous raccrochez à tout ce qui a été votre vie. Par exemple, moi, ma vie, c'est être journaliste. Et donc, j'écris des articles. Donc, je me disais « Oh là là, j'ai été victime d'une prise d'otage. Il faudra que je fasse un article en rentrant. » Et donc, je passais mon temps à réfléchir pendant les 3-4 premiers jours. À quelle heure je vais être libérée? Est-ce que j'aurai le temps d'écrire mon article pour que ça paraisse dans le journal du lendemain? Et je me raccrochais, c'est idiot, je me raccrochais désespérément à ça, comme si c'était la chose la plus importante du monde. Mais alors, si je suis libérée à midi, ça veut dire que j'arrive à Paris à 3 heures. Et donc, évidemment, l'esprit humain se raccroche à ce qu'il peut pour essayer de tenir le coup. Donc voilà, donc c'était mon obsession, c'était ça. Est-ce que je vais rentrer, etc. Est-ce qu'ils vont me rendre mon passeport? Si je n'ai pas mon passeport, je ne pourrai pas monter dans l'avion. Donc vous raccrochez. C'est idiot. Voilà, vous êtes là en train de risquer votre vie. On est en train de vous dire, vous allez vous faire égorger dès tout de suite, etc. Et vous vous dites, est-ce que je vais avoir mon passeport? Je vais avoir mon papier. Bon. Et après, au bout d'une troisième phase, là, vous tombez dans le puits, c'est-à-dire vous décrochez de votre vie. Vous avez compris, là, vous ne sortez plus. En tout cas, pas tout de suite. Ça peut durer très, très longtemps. Et vous sortez si ça va bien. Si ça va mal, vous ne sortirez plus jamais. Et donc là, c'est la troisième phase. Et ça c'est difficile, d'accepter ça, d'accepter de lâcher le monde, le vôtre, le monde normal. Le monde qui est où on se lève quand on veut, enfin quand on veut, voilà, où on a une marge de liberté en tout cas.
Et alors ça, vous y renoncez tout à fait. Vous êtes dans la main de quelqu'un qui vous dit quand est-ce que vous mangez, quand est-ce que vous vous lavez, quand est-ce que vous vivez. Donc, et ça, là, c'est un petit boulot, là. Là, il faut bien y réfléchir. Mais voilà, c'est grosso modo, c'est l'étape, quoi. La première, c'est vous dites, ça y est, j'ai quitté les réflexes normaux. Le deuxième, c'est quand même, vous essayez de vous dire, ça ne va pas durer trop longtemps. Et la troisième, c'est bon, vous devez lâcher prise, quoi. Je vous remercie. Moi, je voulais vous demander, du coup, c'est plus en rapport avec les rendez-vous de l'histoire. Est-ce que vous, dans votre métier, vous travaillez souvent avec des historiens avant de partir en grand reportage, que ce soit en Syrie ou dans les autres pays qui sont assez lointains comme ça? Alors moi, j'aime beaucoup l'histoire, mais je ne suis pas une grande lectrice de livres d'histoire ou d'histoire au sens comme une discipline fermée. J'ai ma principale source d'information sur l'histoire, etc. Moi, bizarrement, ça a été plutôt, j'allais dire, le domaine artistique. C'est-à-dire, j'adore lire, j'adore les bouquins, j'adore la littérature, etc. Et donc, moi, j'ai surtout pris connaissance de l'histoire à travers des romans que je lisais. Voilà, j'adore la littérature du 19e siècle, par exemple. Donc, à travers Balzac, voilà, j'ai appris beaucoup de choses. À travers Victor Hugo, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, c'est ça mon plaisir, c'est de lire des romans, donc des romans y compris, j'adore le roman de La Rose, Tristan et Iseult, tous ces trucs-là. Donc j'aime la littérature. Et donc à travers la littérature, j'ai connu l'histoire à travers la littérature. Je me suis instruite sur l'histoire à travers la littérature. Donc ça, c'est mon fond à moi, y compris sur les pays étrangers. C'est-à-dire, j'ai lu des bouquins, d'écrivains étrangers sur par exemple toute la guerre d'ex-Yougoslavie. J'avais lu, j'adore un auteur qui s'appelle Ivo Andrić, qui est un type qui a beaucoup écrit sur la Serbie, le Kosovo, etc. Donc voilà, c'est là-dessus, c'est ma base de choses. Ensuite, quand je pars, c'est vrai qu'on a intérêt à se renseigner un petit coup quand même. Alors quand on est journaliste, on a, pour moi en tout cas, 3 bases de données. Vous savez que donc vous êtes là-bas, donc vous avez intérêt quand même à avoir un petit recul historique, vous avez raison. Mais alors ça, vous n'avez pas non plus un temps énorme. Donc vous avez intérêt à bien viser. Donc vous essayez de trouver le bouquin un peu pointu sur le truc, mais un. J'aimerais bien en voir plusieurs, mais en général, c'est un. Après, moi, je prends toujours un petit roman du coin, parce que j'aime ça. À côté de ça, bon, c'est un métier très, très concurrentiel, la presse. Donc il faut être meilleur que le voisin, il faut aller plus vite que lui. Il y a un côté compétition dans le journalisme. Donc vous lisez, en tout cas moi je lis beaucoup, tout ce qu'ont fait les autres. Donc vous avez un dossier de presse avec des articles de journaux. Donc, vous voyez, alors, ce salaud, il a fait ce sujet, c'est vachement bien, mais je ne pourrais pas le faire. Enfin voilà. Donc vous vous placez dans le jeu de votre propre profession. Donc de quoi tout le monde a déjà parlé? C'est-à-dire que si je viens ici à Blois et que je me dis, tiens, je vais trouver un sujet sur les jeunes, tiens, la Fabrique, il paraît que c'est bien, je vais regarder le dossier. Si je vois déjà 50 articles, je dis, bon, d'accord, tout le monde est allé à la Fabrique, je vais essayer de trouver d'autres jeunes, qu'on n'ait pas l'impression qu'on mouline toujours du pareil au même. Donc ça, c'est la deuxième chose à peu près. Et alors la troisième chose d'un métier de journaliste qu'on oublie en général, en tout cas d'un métier de reporter, c'est qu'il y a un côté très, très, très pratique. J'avais presque boy scout au sens où il faut se démerder. Voilà. Donc on va arriver quelque part, imaginons la Syrie là, je vais me retrouver dans un endroit où il n'y aura pas de communication téléphonique, pourtant j'en ai besoin. Où ça va être difficile de trouver de l'essence, pourtant j'en ai besoin. Où il faut que je trouve une voiture, il faut que je trouve un type qui va me traduire. Il faut que je trouve un hébergement, il n'y a plus d'hôtel. Il faut que je trouve à manger. Donc il y a un côté de survie, mais pas au sens dramatique du terme, mais d'organisation de la vie matérielle, j'allais dire, qui est très important parce que si vous n'y arrivez pas, eh ben voilà, il faut rentrer. Donc si vous ne savez pas où planquer votre argent, par exemple, ben, vous faites voler. Donc c'est un espèce de petit kit de survie là, qui est important à avoir. Et alors pour ça, je prends en général des bouquins, alors qui sont absurdes parce que les pays où je vais, tout ça ne marche plus, mais des bouquins de tourisme.
Alors, le petit futé d'Alep ou des trucs comme ça. Alors, ça fait marrer les gens en général. Mais vous avez les bons plans de la ville, vous avez des références pratiques. Voilà. Parce qu'en général, dans les trucs de tourisme, alors moi, c'est pas les trajets que je fais, mais on vous dit pour aller de tel site à tel site, il vous faudra tant de temps à pied, enfin des trucs comme ça. Et ça m'intéresse. Alors, c'est pas pour aller au site touristique, mais parce que j'ai du concret. Voilà. Donc, c'est mes 3 piles de documentation, c'est ça. Un petit peu d'histoire et de littérature, vite fait. Tout ce qu'ont fait les collègues pour pas marcher, voilà, pour changer les choses. Et le pratique. Bonjour, moi je voudrais vous parler du quai de Ouistreham. D'accord. Alors je voulais savoir quelles ont été les envies ou les nécessités qui vous ont conduit qui vous ont motivé pour écrire ce livre et faire cette enquête. C'est que au départ, c'était donc en 2009, je crois, ou 8, je sais plus, ouais, 2009. C'était le début de la crise de la crise financière plus qu'économique. C'était le début de cette crise-là. Maintenant, elle est devenue économique, mais de fait, au départ, elle était financière. C'est des opérations de bourse, etc. Et on voyait que ça allait mal se passer. On voyait que ça craquait de partout. Et moi, je suis vraiment reporter. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas de l'économie abstraite. Je ne vais pas vous expliquer par quel mouvement la bourse s'est effondrée, les fonds de pension ceci, et des choses comme ça. Parce que ce n'est pas ma compétence. J'adore lire ces papiers-là, mais moi, je ne sais pas les faire. Donc, je me suis dit, comment je peux faire, moi, comme journaliste de terrain, pour incarner ça, pour incarner cet effondrement abstrait qu'on voit autour de soi. C'est-à-dire on vous dit, ça y est, l'apocalypse est arrivé. Mais vous êtes pareil, assis dans votre fauteuil, la vie vous semble la même, et vous dites qu'il y a un truc qui va nous tomber dessus, mais il y a une espèce de catastrophe programmée qui vous paraît impalpable, alors que vous dites, bon, c'est quand même pour moi bientôt. Et donc, je me suis dit, comment montrer ça ? Et donc, à peu près les 2 ou 3 choses qui me semblaient faisables, c'était de dire, voilà, ça va jouer pour nous sur l'emploi, pour nous en France sur l'emploi. Et donc, je vais m'inscrire. La chose que je peux faire, c'est que je vais m'inscrire à l'ANP, enfin à Pôle emploi en l'occurrence, pour dire comment faire pour trouver un emploi de quelqu'un de mon âge. Je suis dans une tranche critique, moi j'ai 50 ans, donc voilà. Et donc je me suis dit, voilà, c'est une tranche qui va être ciblée par la crise. Et donc c'est ce que j'ai fait. C'était vraiment pragmatique, c'est-à-dire que c'est vrai que journaliste, vous et moi aussi, quand j'étais à votre place, on en a l'impression d'avoir quelque chose de très... Voilà, où les gens, ils vous font des cours de géopolitique, et Poutine devrait faire ci, etc. Moi, ma pratique du journalisme, il y en a beaucoup. Le journalisme, c'est un métier très différent, très pluriel. Il y a des côtés très... Enfin, moi, je suis vraiment dans le concret, dans le pragmatique. Et donc, cette idée-là, c'était une idée vraiment de terrain. Qu'est-ce que je peux faire concrètement demain pour voir quelque chose qu'on ne voit pas, quoi. Et donc, nous, c'est souvent ça notre objectif comme journaliste de terrain. C'est-à-dire, on ne va pas brasser les idées, on va rester les pieds sur la terre. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans la presse. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, c'est un plaisir. Au revoir. Merci de l'invitation. Bon, au revoir. Bon, au revoir alors.